Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire Expert Insight sur la révision de la circulaire FINMA, identification par vidéo et en ligne. Quelle digitalisation pour l'enregistrement des relations d'affaires? Je passe tout de suite la parole à Biba Hamzi qui va introduire ce webinaire. Bonjour à tous, ravie d'être là. Je suis ravie de vous accueillir. Nous avions décidé d'avoir une approche un petit peu plus ouverte. Nous avons décidé de faire le séminaire à travers OpenVasp. OpenVasp est une association dans laquelle j'agis en qualité de membre du conseil d'administration. OpenVasp, pour ceux qui ne le connaissent pas, est en fait une association de ce qu'on appelle les Virtual Asset Service Providers. Et cette association a pour but d'implémenter les recommandations du GAFI, notamment la Travel Rule, mais de manière un tout petit peu plus générale, également les différentes réflexions en matière d'AML. Et quand nous discutions avec Franck, nous avions cette discussion de parler un tout petit peu plus de l'identification vidéo online. Et quoi de mieux que d'avoir des experts en droit suisse comme Henri et comme Franck. Je vais me permettre de vous les présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Franck Rossig est donc le monsieur Digital Solution Cloud Application Data AI de Proximus depuis, je crois, bientôt quasiment 5 ans, Franck, si je ne me trompe pas. Tout à fait, ouais. Et pour cela, il a une vision très pragmatique de ce qui peut être fait lorsque l'on identifie la vidéo online avec des nouveaux contractants, ce qui est le but de cette circulaire FINMA. De l'autre côté, j'ai Henri Corbeau qui a accepté de nous rejoindre, qui est responsable du bureau de Genève chez AOS. Henri est avocat, il a travaillé aussi bien en Suisse in-house counsel, excusez-moi, auprès d'Indosuez. Il a également travaillé dans les études d'avocat et donc il a aussi bien une vue pratique de la chose qu'au niveau réglementaire. Je dois aussi vous dire que ce séminaire est enregistré et que vous pourrez obtenir les slides de la part de Henri et de Franck aujourd'hui. Je vous propose d'avoir une vision d'abord légale et réglementaire de cette nouvelle circulaire FINMA, puisque c'est le but de la discussion, c'est donc cette circulaire FINMA qui n'est en fait pas si jeune que ça, enfin pas si récente que ça, puisque la circulaire FINMA date de quand même 2016, mais elle a été récemment révisée pour permettre une augmentation plus large de l'identification par vidéo et en ligne. Et donc, nous aurons la chance de pouvoir avoir Henri qui a une vision très pragmatique et qui pourra nous guider dans cette nouvelle circulaire, pour ceux qui ne la connaissent pas, puisque nous avons aussi des gens de Luxembourg, si j'ai bien compris. Et nous aurons aussi Franck qui nous donne la chance de pouvoir voir concrètement ce que ça veut dire que identifier par vidéo et en ligne. Donc, je vous laisse d'abord avec Henri et puis nous reprendrons la discussion après. Merci Biba, bonjour à tous, merci à OpenVasp et à son partenaire Telindus du groupe Proximus de me permettre de vous parler de ces quelques us. Oui, vous l'aurez compris, je ne suis pas à proprement parler issu du monde de la FinTech, mais plus, comme Biba l'a très bien décrit, du monde bancaire traditionnel. Je suis maintenant en charge de la supervision de gérants de fortune indépendants qui sont toutefois aussi impliqués voire intéressés par cette possibilité d'ouvrir des relations en ligne de manière facilitée. La circulaire 2016-7, un document qui nous parle relativement peu, mais qui en dit de plus en plus quant à la possibilité d'ouvrir précisément des relations par vidéo et en ligne. Alors l'objectif de cette session n'est pas de scinder les possibilités qui existent pour des institutions financières d'avoir recours notamment à l'internet pour charger un certain nombre de documents de type KYC dans le contexte de l'entrée en relation, mais bien de traiter
in globo d'un processus d'entrée en relation en ligne qui poursuit notamment un objectif ESG, donc d'entrée en relation sans papier, sans déplacement, que ce soit déplacement du client ou du chargé de relation. Et j'ai envie de dire par rapport à cette circulaire FINMA, certes, comme l'a dit très justement Biba, il s'agit d'un document assez ancien, remontant à 2016, revu une première fois en 2018, qui n'a pas nécessairement connu, alors je parle pas du document lui-même, mais bien sûr des opportunités qu'il a offert, qui n'a pas nécessairement connu le succès escompté. Et j'ai envie quelque part de dire, bon, certes plein d'espoir et peut-être un peu naïvement, mais nous y sommes enfin arrivés. Nous y sommes enfin arrivés moyennant un certain nombre d'éléments essentiels que vous voyez sur cette slide. Alors, lors de la phase de consultation qui a eu lieu précédemment à l'ouverture, précédemment à, disons, à la mise à jour de cette circulaire, mise à jour qui est entrée en vigueur le 1er juin de cette année. Donc, nous sommes encore dans un contexte d'actualité, typiquement au niveau de nos affiliés. Nous les avons informés fin mai de cette possibilité. Alors, un certain nombre d'éléments essentiels, ce sont d'abord, et c'est ça qui a été critiqué, parce que c'est un élément que par définition les prospects ne contrôlent pas, puisqu'ils ne sont pas maîtres des capacités technologiques de l'administration de leur pays de résidence. L'élément essentiel, c'est la pièce d'identité du prospect. Il faut qu'il s'agisse d'une pièce d'identité biométrique qui soit dotée d'une puce dans laquelle sont enregistrées des données personnelles, les empreintes digitales ainsi qu'une photo faciale. Alors, typiquement, même au niveau suisse, les passeports suisses sont dotés de cette technologie à partir de 2010. Par contre, typiquement, la carte d'identité suisse, qui est souvent utilisée lors de l'ouverture de relations bancaires dans des banques de détail, par exemple, la carte d'identité suisse n'est pas équipée d'une telle puce. Au niveau de ces trois paramètres de vérification, données personnelles, empreintes digitales et photo faciale, un de ces trois paramètres, à savoir les empreintes digitales, sont en tout cas en Suisse un paramètre qui, disons, ressort des prérogatives exclusives des autorités de poursuite pénale, de sorte que les empreintes digitales ne sont pas vérifiées lors de l'entrée en relation avec une institution financière. Par contre, les deux autres éléments doivent pouvoir être vérifiés. Une des critiques qui a été avancée, c'est que précisément cette avancée technologique bénéficiait essentiellement aux pays membres de l'Union européenne, avec, alors je suis désolé pour nos amis luxembourgeois qui par ailleurs nous hébergent, mais avec lesquels les relations avec la Suisse, bon, sont quelque peu aléatoires. Quelque part, je m'inscris en faux par rapport à cet argument, parce qu'il faut bien voir que si, par exemple, vous faites une analogie avec le système, le Visa Waiver Programme américain, le fameux système ESTA, il s'agit aussi d'un système qui permet un accès facilité aux États-Unis, moyennant de disposer d'une pièce d'identité biométrique avec précisément cette même puce. Je doute que l'intention première de l'administration américaine lors de la mise en place du système ESTA était de permettre exclusivement aux ressortissants de l'Union européenne d'accéder de manière facilitée sur le territoire américain. Il faut voir que, alors bon, certes, c'est peut-être un peu petit comme argument, puisque c'est une situation un peu particulière, mais en tout cas, il y a une juridiction très importante hors Union européenne qui dispose de ces passeports biométriques, c'est précisément le Royaume-Uni depuis quelque temps, mais pas seulement. Nous avons aussi l'Australie, nous avons la Nouvelle-Zélande, nous avons la Corée du Sud, nous avons Monaco qui peut aussi avoir une importance pour les institutions financières suisses. Nous avons le Chili, le Brunei, la Norvège ainsi que Taïwan qui en tout cas permettent cette possibilité. Par ailleurs, il n'est pas exclu, puisqu'on s'inscrit quand même dans une perspective dynamique, que des juridictions de pays émergents qui aussi, d'une certaine manière, contribuent quand même à la production de cette technologie, s'équipent un jour ou un autre de puces au niveau des passeports de leurs ressortissants. Le deuxième point qui est essentiel, alors ça c'est dans la sphère du client, c'est que le client doit être équipé d'un outil
qui permettent de lire cette puce d'identité biométrique. Donc, il s'agit très concrètement d'un lecteur NFC, Near Field Connection. Alors, Franck vous expliquera de manière plus détaillée et peut-être plus convaincante les éléments technologiques. Toujours est-il que ce lecteur NFC est disponible sur les téléphones portables de dernière génération, de génération relativement récente, sur une base Android et iOS. Alors, ce qu'il faut aussi voir, alors bon, ça c'est un petit peu plus pour l'aspect juridique et réglementaire, mais qu'est-ce que ces règles apportées, dirais-je, regulation technology, sont basées sur le principe dit de la neutralité technologique, c'est-à-dire que le lecteur NFC vous est présenté à type d'exemple. Si un acteur devait développer une autre technologie permettant d'arriver à des résultats analogues, bien sûr que les systèmes Android et iOS n'aurait pas de privilèges ou de prérogatives par rapport à un autre acteur qui pourrait se prévaloir d'une technologie analogue suffisante en matière de sécurité. Enfin, la phase qui fait le lien entre ces deux éléments est la communication audiovisuelle. Donc, je l'ai dit, l'objectif de cette réforme est de permettre une entrée en relation. Donc, c'est pas nécessairement une ouverture de compte parce que la directive, qui est une directive d'application de l'OBA-FINMA, donc de l'ordonnance de deuxième niveau de la loi suisse contre le blanchiment d'argent, vise toutes les institutions financières au sens de l'article 2 de la LBA. Donc, il peut aussi s'agir notamment de gestionnaires de fortune, il peut s'agir de prestataires d'assurance, il peut s'agir d'acteurs des fintech. C'est aussi en cela que cette réforme a une portée, puisque nous le verrons dans la suite de cette présentation que j'espère suffisamment rapide. Donc, jusqu'à présent, il fallait, pour valider ce processus d'ouverture, avoir de manière quasi simultanée, de manière qui coïncide, un transfert bancaire en provenance d'une banque vers le compte présentement ouvert, ce qui était évidemment un procédé difficile, en particulier pour les acteurs non bancaires qui n'avaient pas une vision immédiate sur le compte en question et qui très concrètement avaient pour conséquence que l'objectif de cette disons de ce séquencement en ligne, c'est de permettre une ouverture in globo en un seul événement de la relation bancaire, sans préjudice évidemment des vérifications ultérieures sous l'angle de la compliance. Et la problématique de cette exigence d'un premier transfert bancaire était que concrètement, même si théoriquement on pouvait imaginer que la personne soit en vidéo et ordonne simultanément un transfert bancaire, concrètement cela est beaucoup trop compliqué pour le prospect qui n'arrivait pas. Je veux dire, il fallait être un véritable homme orchestre pour en même temps présenter sa pièce d'identité, ordonner un transfert, avoir tous ses codes à disposition, le cas échéant son lecteur de carte pour procéder au transfert. Bref, une situation assez impraticable et qui par ailleurs ne faisait pas l'affaire des acteurs que je représente dans le cas d'AOS, même si j'interviens à titre privé dans le contexte de cette présentation, qui sont des acteurs non bancaires qui n'ont pas d'accès immédiat sur le compte. Donc aujourd'hui, maintenant, avec cette possibilité de lecteur de puce, le transfert de manière simultanée, le transfert simultané n'est plus exigé pour l'ouverture de compte de personnes physiques. Donc, l'élément essentiel qui fait le lien entre la pièce d'identité biométrique et l'identification de la puce à l'aide du smartphone, c'est la communication audiovisuelle. Alors, cette communication audiovisuelle, la réglementation suisse telle qu'elle est précisée par cette circulaire est relativement exigeante puisqu'il s'agit d'une communication dite en temps réel. C'est-à-dire que tout élément dit asynchrone, c'est-à-dire lorsque l'intermédiaire financier ne traite pas la communication de manière synchronisée mais en différé, tout traitement asynchrone de cette communication est exclu. L'intermédiaire financier doit enfin être à même de procéder à une reconnaissance faciale du prospect et le cas échéant de lire la money readable zone de la pièce d'identité du prospect
prospect qui présente à l'écran. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi vous avez déjà parlé de la puce, maintenant pourquoi est-ce que vous parlez de la Money Readable Zone? C'est parce que, mais c'est pas véritablement le premier objectif de cette session, mais effectivement, le virement bancaire qui existait jusqu'à présent reste une possibilité en droit suisse, en backup, pour les prospects qui ne disposeraient pas de la fameuse puce. Il y a toujours la possibilité qui existait précédemment avec un succès relativement limité d'ouvrir un compte tout en procédant simultanément à un transfert. C'est encore la seule possibilité qui subsiste jusqu'à présent pour l'ouverture de compte de personnes morales. Je pense que cette facilité technologique, même si elle est importante pour le compte alors bon, les sociétés offshore ont l'avenir qu'on leur connaît. Ensuite, pour ce qui est de l'ouverture de comptes, de grands comptes pour des sociétés opérationnelles, je ne sais pas dans quelle mesure ce procédé est absolument adéquat. Par contre, je présume que son impact pour l'entrée en relation d'individus, de personnes physiques, peut être potentiellement relativement important. Au niveau des éléments de contrôle, parce qu'évidemment la première objection qui a été avancée surtout par le régulateur, surtout par la FINMA, en lien avec cette avancée technologique, c'est le risque de fraude. Les éléments qui permettent peut-être pas d'éviter complètement, mais de maîtriser ce risque de fraude sont notamment ce qu'on appelle la liveness detection, c'est-à-dire que un des principaux risques de fraude est d'avoir en simultané, Franck reviendra peut-être plus en détail sur ce point, mais d'avoir en simultané avec un vol de papier d'identité des réseaux qui sont organisés de manière suffisamment performante pour filmer plus ou moins simultanément les personnes auxquelles les papiers sont subtilisés et procéder à un enregistrement qui permettrait d'ouvrir des relations, voire éventuellement ultérieurement de procéder à des transferts. Donc à ce niveau-là, il est essentiel que l'institution financière qui peut également déléguer, nous le verrons par la suite, mais qui peut déléguer ce procédé d'identification à des prestataires plus à même de le servir au niveau technologique. La liveness detection, c'est-à-dire s'assurer du caractère vivant, présent du co-contractant est essentiel. C'est la raison aussi pour laquelle, je l'ai dit précédemment, il est également essentiel que du côté de l'intermédiaire financier, l'identification du co-contractant soit faite de manière simultanée et non de manière dite asynchrone, c'est-à-dire en différé, même si certaines banques sont arrivées avec un argumentaire selon laquelle une identification en différé aurait permis à ces banques de transmettre les vidéos à des services plus spécialisés qui auraient pu détecter plus en détail d'éventuelles fraudes dans l'identification en ligne. C'est en tout cas pas ce qu'a retenu l'autorité de surveillance suisse. Un autre point qui est important, puisque là, comme on est vraiment au niveau le plus élevé de l'avancée, donc on parle vraiment d'une ouverture intégralement en ligne. Donc il ne suffit pas de vérifier dans une ouverture de compte ou dans une entrée en relation. Il ne suffit bien évidemment pas de vérifier la pièce d'identité, ni même de vérifier la puce qui est sur cette pièce d'identité. Encore faut-il également être en capacité de conserver une copie de cette pièce d'identité de manière suffisamment sûre. Et c'est là qu'intervient l'attestation d'authenticité numérique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, l'article 49 de l'OBA FINMA suisse prévoyait, si la pièce d'identité n'était pas présentée directement à la banque ou auprès du prestataire, une authentification par un notaire, par une instance publique, par un avocat, par un intermédiaire financier suisse ou étranger autorisé. Maintenant, il y a également cette possibilité d'authentification numérique des pièces d'identité. Concrètement, il y a 4 acteurs en Suisse qui fournissent, alors dans le contexte de cette présentation, nous ne donnerons pas de nom de prestataires. Maintenant, il y a 4 acteurs en Suisse qui fournissent des prestations d'attestation d'authenticité numérique. Ce sont les mêmes prestataires d'ailleurs qui interviennent au niveau de la signature électronique, puisqu'également pour procéder à une ouverture intégralement en ligne, encore faut-il que
l'OBA FINMA et l'interprétation qui est faite de l'OBA FINMA par la FINMA précisément permettent un échange de documents sur une base uniquement digitale, ce qui implique l'usage de signatures électroniques. Donc il y a les 4 mêmes prestataires qui permettent d'utiliser et d'enregistrer ces signatures électroniques. Bon, vous l'aurez compris, ouvrir un compte en ligne, ça implique quand même que effectivement les prospects soient un petit peu versés dans bon, maintenant, typiquement, même à mon modeste niveau, et pourtant je suis pas, comme je vous l'ai dit, je viens pas de la fintech, donc je suis pas un crack des nouvelles technologies, mais même au niveau de notre organisation AOS, nous utilisons les signatures électroniques. Donc, on peut imaginer que soit maintenant, soit en tout cas dans un prochain avenir, bon, les personnes qui ont quelques responsabilités dans la vie active, qui sont quand même les prospects privilégiés des institutions financières et de plus en plus enregistrer leur signature auprès d'une institution. Le quatrième point de réforme qui est assez fondamental est totalement nouveau à partir du 1er juin 2021 est la possibilité de géolocaliser les clients. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'OBA FINMA attendait une preuve de domicile qui était concrètement, en tout cas c'est ce que reprend la circulaire, fournie sous la forme d'une utility bill ou carrément d'une attestation de domicile, voire d'un envoi postal. Aujourd'hui, et Franck vous fera une démonstration, je crois, dans la prochaine séquence, il y a possibilité à l'ouverture de géolocaliser le client pour, disons, établir la réalité de son domicile. Alors, il y a eu effectivement quelques critiques au niveau de la procédure de consultation en disant que la géolocalisation est assez éloignée d'une preuve formelle de domicile. Ces critiques ont été balayées, y compris par la FINMA, qui a retenu, et je pense avec beaucoup de pertinence, que typiquement l'utility bill est un document qui est assez facile à falsifier, ce d'autant plus que les prestataires de services type eau, électricité sont de plus en plus privatisés, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver dans le méandre de prestataires, et que la géolocalisation était au contraire un moyen plus fiable et plus sûr que la fourniture d'une copie de utility bill. Donc la portée de la réforme, je l'ai dit, même si l'ancien système subsiste, la portée de la réforme, c'est précisément de permettre cette entrée en relation, cette ouverture de compte ou cette ouverture de relation pour un gestionnaire, y compris les gestionnaires auxquels, en application de l'article 2 de la LBA, la délégation de l'identification du co-contractant a été accordée par une banque dépositaire. Ça permet à ces intermédiaires financiers de procéder à l'entrée en relation, pas uniquement, parce que vous avez vu, la procédure est quand même assez complexe, mais avec comme élément clé, comme élément essentiel, la lecture de la puce du passeport biométrique à l'aide d'un lecteur NFC sur smartphone ou Android, ce qui permet ensuite de comparer les données et d'utiliser la photo. Comme je l'ai dit, les empreintes digitales ne sont pas utilisées par les institutions financières. Cela implique évidemment un certain nombre de moyens du côté des intermédiaires financiers, parce que c'est aussi un effort en termes de compliance assez important, assez concentré, puisqu'il n'y a pas la possibilité de séquencer comme le font actuellement. Alors oui, bien sûr, il y a des contrôles a posteriori des KYC, il y a des contrôles a posteriori en présence de risques accrus. C'est pas du complètement one shot, mais disons qu'il y a quand même une concentration d'efforts en termes de contrôle et de conformité qui était probablement pas celle qui prévalait jusqu'à présent au niveau des institutions financières. Donc il faut effectivement avoir des compétences importantes au niveau des services d'ouverture, avoir le support technologique nécessaire, et c'est là qu'intervient une possibilité d'outsourcing de cette technologie, y compris pour les gérants indépendants auxquels l'ouverture est déléguée, puisque la circulaire prévoit, c'est en page 11, que si un intermédiaire financier recourt à un autre intermédiaire financier qui réalise l'identification par vidéo et en ligne
par l'intermédiaire de prestataires de services qu'il a directement mandatés, ces derniers ne sont pas assimilés à d'autres personnes ou entreprises et cela n'est pas considéré comme une sous-délégation interdite. Donc la conséquence qui est importante pour les gérants indépendants est de les mettre à ce niveau-là sur pied d'égalité par rapport aux établissements bancaires et aux crypto-banques qui pouvaient jusqu'à présent accueillir un virement simultané, ce qu'un gestionnaire peut difficilement gérer, et tout en ayant les mêmes possibilités d'outsourcing que les établissements bancaires. Ensuite, effectivement, sorti de ce scénario, mais bon, ça c'est une règle qui est pas propre à l'identification vidéo et en ligne, mais effectivement, l'outsourcing en cascade de prestations clés en matière de conformité est interdit par la législation suisse. Limite de ce procédé, donc un certain nombre de limites, aussi l'obligation, alors c'est vraiment une obligation qui est posée par la circulaire pour l'institution financière d'interrompre immédiatement le procédé d'identification en ligne lorsque la qualité de l'image ne permet pas l'identification parfaite du co-contractant ou lorsque pour d'autres raisons des doutes surviennent quant à l'authenticité de la pièce d'identité ou de l'identité du co-contractant. Donc à ce niveau-là, pour les institutions financières qui sont intéressées par ce procédé, vraisemblablement une nécessité de formation du personnel, puisqu'il faut que le personnel puisse notamment assez facilement reconnaître les documents d'identité, assez facilement juger quand une communication en ligne n'est pas satisfaisante. Il faut en quelque sorte que la pièce d'identité, qui est la matière première, comme je l'ai dit, qui est le produit, puisse être appréhendée par l'institution financière un peu comme une centrale d'achat appréhende les produits qu'elle reçoit. Et jusqu'à présent, probablement dans certaines banques, l'approche vis-à-vis de ces documents d'identité est un peu aléatoire. C'est voilà, on se fie au tampon du notaire ou de l'avocat. Là, il faut quand même vraiment avoir une connaissance documentaire, avoir le cas échéant des samples à disposition pour pouvoir analyser ces documents. Comme je l'ai dit, probablement pas une solution d'avenir pour les personnes morales et les sociétés de personnes. Là, le processus d'ouverture est trop long et en tout cas la possibilité d'identification via la puce est exclue puisque c'est évidemment pas la personne qui est titulaire du passeport qui ouvre un compte pour elle-même. Donc à ce niveau-là, un processus relatif possible mais vraisemblablement trop long pour avoir un véritable avenir commercial. En présence de risque accru, alors également possible si la relation est identifiée prima facie comme à risque accru, mais à ce moment-là, elle ne sera admise qu'avec l'accord d'un supérieur hiérarchique, d'un organe supérieur ou de la direction. Alors à voir si effectivement, typiquement, alors bon, en présence de structure, nous l'avons vu, c'est vraisemblablement trop compliqué. Ensuite, pour ce qui est typiquement de juridiction sensible ou de PEP, on voit pas très bien que ce type d'entrée en relation se fasse via des systèmes en ligne. En plus, bon, je vous ai donné la liste des juridictions qui offrent en l'état des passeports biométriques, dans pas tellement de juridictions sous sanction, possiblement sous sanction ou considérées comme à risque accru. Donc, on reste dans un contexte quand même relativement plain vanilla en termes d'entrée en relation. Enfin, le risque de fraude qui peut potentiellement être plus important, mais c'est un point qui est quand même sujet à discussion parce que d'un autre côté, la technologie qui est exigée par la circulaire 2016-7 telle que modifiée est quand même tellement avancée, tellement poussée qu'on peut même se demander si cela n'offre pas au contraire une sécurité supplémentaire par rapport à un procédé traditionnel d'entrée en relation, notamment auprès d'une succursale qui n'a pas forcément une familiarité immense avec des pièces d'identité exotiques. Donc le débat à ce niveau-là est vraiment ouvert à la condition que disons cette possibilité technologique de liveness detection soit complètement opérationnelle. Sinon, c'est effectivement vraisemblablement, mais je vais ensuite céder la parole à Franck, la porte ouverte à pas mal de risques en termes de fraude. Donc, à ce niveau-là, j'en ai terminé pour
pour la partie, dirais-je, quelque peu théorique de cette session. Donc, je cède la parole à Franck qui vous fera notamment une démonstration de ce que j'ai essayé d'expliquer. Alors, merci à Henri pour ces éclairages, ces lumières sur le sujet et nous avoir fourni tout ce cadre. Moi, je voudrais commencer d'abord par une petite démo qui montrerait la façon dont ça pourrait en fait s'orchestrer. Il y a plusieurs façons de le faire. En mettant un peu de... J'ai commencé par la perspective du client. Alors, vous allez voir en haut à droite de l'écran, en fait, vous avez mon téléphone mobile. D'accord. On va un peu interagir avec celui-là. Donc, un processus, normalement, disons que si un client, donc un contactant veut s'onboarder en ligne, ben voilà, il clique sur des conditions générales. Il y a plusieurs façons de s'authentifier. Comme on aurait bien dit, les systèmes de nos jours intelligents lisent tout plein de types de documents d'identité, etc. Carte d'identité, passeport, dans certains cas aussi des pièces d'identité militaires, etc. Donc, ça va très loin. Il faut savoir que les systèmes aujourd'hui couvrent plus d'une centaine de pays et quand des nouvelles pièces d'identité en fait apparaissent, en fait ils apprennent au fur et à mesure à les assimiler. Alors, si je suis dans un scénario lecture maintenant de la carte NFC, on va d'abord demander en fait au contractant de scanner la page avec une zone MRZ. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une peur qui réside dans le fait que si je peux simplement lire la puce qui se trouve ici, en fait, je pourrais le faire sans consentement de propriétaire de la pièce d'identité. C'est pour ça dans les processus, on demande toujours que la personne monte sa zone MRZ et ce sera ensuite comparé pour savoir qu'il y a un consentement. Donc ensuite, ce qu'il suffira de faire, si vous voyez mobile, c'est de pousser son téléphone mobile et les informations seront collectées, voilà, automatiquement. C'est en fait aussi simple que ça. Il y a quelques prérequis, donc il faut comme avoir téléchargé une fois une app native. Et voilà. Par contre, donc comme Henri l'a bien dit, je pense qu'il faut avoir plus d'une flèche à son arc, en fait. Je parlerai ensuite de la sécurité. Pour continuer la démo, disons que, pour je ne sais pas quelle raison, le NFC, le client n'aime pas, la contactant n'aime pas. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire. Donc moi, il va dire, voilà, je prends la caméra de mon ordinateur. Hop. Donc, il suffira de mettre la pièce d'identité comme ça. Clac, le système va la prendre. Voilà. Ensuite, le prochain challenge, c'est de savoir, mais est-ce que c'est bien la personne qui est propriétaire de cette pièce d'identité qui la présente? Parce que je peux l'avoir volée et après, ça ne m'aide pas beaucoup. Et c'est là qu'il faut finalement amener un élément biométrique qui vérifie la véracité de la personne. Donc aujourd'hui, on va vous montrer un exemple qui est basé sur la biométrie faciale. Il y en a d'autres, la voix, etc. Et je vais vous montrer comment on passe d'un device à l'autre. Donc, par exemple, parce que les caméras des téléphones mobiles étant souvent plus puissants, on passe par là. Donc, alors, tout ce que je vous montre peut avoir aussi fonctionné entièrement sur un téléphone mobile, mais on va passer d'un device à l'autre pour voir que c'est facile. Donc, voilà. Donc, le QR code est scanné. Ça peut être sur une feuille de papier, dans une filiale bancaire. Hop. Ça va sur le site KYC. Ça va me demander de faire quelque chose. Peut-être une précision, ce que vous voyez dans Let's View, c'est le téléphone mobile de Franck. C'est pas nécessaire d'avoir ce téléphone mobile vers vous, mais c'est juste pour vous montrer pour la démo, en fait. C'est ça, exactement. Et vous voyez que le système a réagi par rapport en disant très bien, j'ai fait une vérification faciale. Maintenant, je vais vous montrer une autre version de la vérification faciale qui est un peu différente. Pour la première fois, ce que j'ai fait, j'ai monté mon visage, je m'a donné une instruction, on peut me donner une instruction comme quoi cligner les yeux, etc. Là, une autre version, elle me demande de faire quelque chose. Hop. Donc, je dois suivre un avatar. Pourquoi? Parce qu'en fait, et Henri a touché à ce sujet-là, aujourd'hui, les fraudeurs sont très malins. Ils vont chercher vos photos sur Internet, ils les impriment, ils découpent au niveau des yeux pour pouvoir cligner avec, ils mettent ça devant des caméras, ils tiennent ça. Grâce au système que je viens de vous montrer, qui est donc une fonction plus évoluée que la première, en fait, que je vous ai montré, une version 3D du visage est construite qui permet de vérifier que la personne est vivante. Voilà. Après, vous voyez, les informations sur mon passeport, en fait, ont été automatiquement populées. Donc, plus de taper à la main, moins d'erreurs, etc. Donc, je peux maintenant renseigner mon téléphone mobile. Donc, je vais prendre mon numéro de téléphone luxembourgeois. Aujourd'hui, j'en ai un suisse aussi, rassurez-vous. Voilà. Donc, on peut compléter à la main certaines informations s'il le faut. Après, bon, c'est assez classique. Le client peut me trouve des preuves de résidence. Donc, comme on a dit, une facture d'électricité. Alors aussi pour FATCA, donc quelle résidence fiscale, tout ça sont des questions naturellement optionnelles, mais qu'on peut ajouter dans le processus. L'idée, c'est qu'en ligne, en quelques minutes, le client fasse tout ça. Alors, à source des fonds, bon, bah, allez, c'est quelqu'un qui travaille, avec un salaire. Bon, vu quand j'ai un Y, c'est pas bon pour un salaire.
voilà. Le salaire, c'est sûrement dentiste. Hop, voilà. Alors là, sur base du téléphone, je vais en fait envoyer un SMS qui va valider. Hop. Voilà, hop, 359010. Donc, je reçois un code pour valider que c'est bien moi qui suis propriétaire du téléphone. Donc, un élément de vérification supplémentaire. Voilà, je vous expliquerai ensuite. Le client, le compte contactant peut rapidement revoir les informations qui ont été collectées. Et en fait, c'est fini. Voilà. Donc, clairement, ergonomiquement, en fait, pour un client, en termes de temps et de pratique, c'est incomparable. Après, maintenant, on va prendre la vision d'une équipe de conformité qui reçoit une alerte en disant un individu s'est onboardé. On voyait ici, là, il est effectivement. Hop, j'arrive, voilà. Tac. On peut afficher l'écran. Voilà. Voilà. Alors, ce que vous voyez, en fait, c'est que les informations biométriques ont été collectées automatiquement, que sur base du téléphone, on peut aussi faire une analyse du téléphone avec un score pour montrer si une carte SIM a peut-être été utilisée pour de la fraude et des choses comme ça par préalablement. Comme de plus en plus de gens utilisent leur mobile, c'est un élément, on a de 1000 data points en fait pour valider qu'un téléphone est bien propre. Mais surtout, que ce soit par NFC ou autre, donc les données du passeport sont analysées. C'est comme un peu la même chose qui se passe en fait quand on passe un poste douanier à un aéroport. Donc la première chose qu'ils font, ils posent la pièce d'identité sur un scanner. Il faut se dire que même si des experts avec ce genre de métier utilisent ce genre de machine, c'est que l'œil humain est parfois limité en fait. Et malgré toute l'expérience, eux aussi veulent se faire aider par la machine. Et d'autant plus important peut-être de voir que l'importance que ça peut avoir pour quelqu'un dans une filiale qui voit des pièces d'identité de certains pays, mais ne peut pas être, difficilement être expert en tout cas en pièces d'identité. Donc le système va donner un taux de véracité, donc là c'est 99% de la pièce d'identité. Il aura aussi comparé le visage, donc 80%, pris en photo ici avec ce visage-là. Bon, alors il y a des détails, on peut évidemment prendre la signature aussi, en disant voilà, c'est la même personne en fait. Comme je vous disais aussi, c'est que il y a reconnaissance par voix, mais voilà, il confirmera, c'est une personne vivante, d'accord. Ce n'est pas un avatar, c'est pas quelqu'un qui projette quelque chose. Et aussi pour mon sens d'Henri, il y a effectivement la possibilité d'un élément de géolocalisation. Vous voyez que je suis à Genève actuellement, en fait pas très loin de chez Henri. Et si, je sais pas, le système aurait commencé à montrer que je me trouve quelque part en Ukraine, ça aurait été peut-être un élément de suspicion en fait. Voilà. Donc voici pour la démo. Hop, je vais arrêter de partager du coup. Stop sharing, voilà. Et on va revenir à la présentation. Et il y a une question peut-être que dans ton scoring de ta carte d'identité, que se passe-t-il si tu as vieilli? Parce que moi, je n'ai pas bien écouté acoustiquement, je t'ai pas compris, pardon. Si tout d'un coup, tu as une carte d'identité qui est plus âgée, la personne a 7 ans de plus. Alors, j'ai sciemment mis les éléments d'analyse. Alors, ça va effectivement, d'abord pour la majorité, effectivement, on peut analyser si l'âge est correct. Il y a des gouvernements qui changent les types d'écriture sur la carte d'identité aussi ou les passeports tous les 3 ans. Donc, si j'ai un passeport qui est labellisé, créé en 2021, mais qu'en fait, le type d'écriture est une version 2018, c'est un élément de suspicion, etc. Et là où donc c'est quand même quelque chose qui va assez loin au niveau des data points. Donc, il y aurait une alarme qui dirait voilà, c'est pas 99%, mais c'est beaucoup moins que ça. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est suspicieux. Un autre élément aussi qui est sympathique que je vais vous montrer, c'est que sur base du nom, ensuite, le système peut lancer automatiquement, on peut faire un scoring, donc sur l'ensemble des informations qui est collectée, mais aussi faire un check à travers un nom sur les listes de sanctions, de screening, etc., etc. Ça peut aller très loin. Bon, alors, me concernant, il y a certains trucs, mais c'est surtout parce que je parle de fraude souvent, donc on pourra dire que c'est pas une vraie alerte. Mais voilà, la réponse, Biba, est clairement qu'il y a une alarme qui se ferait et qu'on décide soi-même quel type d'alarme en fait on veut mettre en place. Mais l'important, c'est qu'en fait, cette analyse de la pièce d'identité sera toujours beaucoup plus poussée que ce que pourra faire l'œil humain en fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est très difficile de légaliser, surtout à telle vitesse en fait, avec un tel niveau de convenance pour le client.
Donc là, je vous repasse en revue le processus classique. Je pense que c'est important aussi, c'est que de se dire, voilà, même si maintenant, ici, on travaille sur base d'NFC, il faut, en tant que fournisseur de services financiers, être prêt à donner aux clients d'autres options. Comme Henri disait, ils ont leur carte d'identité, elle n'a pas de puce, ben, il faut qu'on puisse travailler avec une carte d'identité en la prenant en photo. Il y a des pays dans lesquels il y a des lecteurs, il y a des identités mobiles aussi qui existent. Donc, il faut être assez éclectique, en fait, sur ce qu'on est prêt à pratiquer. Je fais un petit aparté technologique. C'est quoi cette puce ici? C'est une puce passive, en fait. Ça veut dire, quand le téléphone s'approche de cette puce, il va envoyer une décharge électrique. Et cette décharge électrique, en fait, va faire plusieurs choses. Elle va devoir activer la puce en disant, OK, donc maintenant que j'ai un peu d'électricité, je peux, en tant que puce, partager un peu d'informations. Mais elle va aussi montrer à la puce que moi, avec mon téléphone, j'ai le droit d'avoir cette information. D'accord? Il y a un certificat qui est envoyé. Et parce que pas n'importe qui peut lire les puces. Sinon, je peux me mettre dans un bus avec mon téléphone et m'approcher des gens et voir s'il n'y a pas par hasard un document d'identité, c'est une information. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde, effectivement. Là, on a fait allô. L'autre élément aussi, c'est que comme l'information sur la puce est certifiée, le système pourra directement voir si quelqu'un a changé l'information. Voilà. Ce qui explique aussi, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser, on a dit, comme élément de géolocalisation, tout simplement parce que c'est une puce passive et pour qu'une puce envoie un signal de géolocalisation, c'est pour que ça se fera par le téléphone, c'est pour ça qu'on demande le numéro de téléphone par exemple, ou par l'ordinateur. Ce sera une puce qui devrait avoir une batterie. Ça commencerait à devenir un peu lourd pour une pièce d'identité, avoir une puce avec une batterie, après il faudrait changer la batterie après quelques années, etc. Donc, j'ai déjà rapidement touché au pays. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'avec les systèmes d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui, si quand des nouvelles pièces d'identité sortent, il faut savoir qu'il y a des pays où il y a facilement 50 et plus modèles de pièces d'identité. L'intelligence artificielle, sur base d'une cinquantaine de pièces, tout juste va apprendre les nouvelles pièces d'identité pour les identifier, en fait. Donc, on n'est pas limité à ce qu'un système connaît aujourd'hui. Et un autre élément qui est très important aussi à mes yeux, c'est que souvent, en tout cas, il faut se dire que les données qui sont collectées pour analyser les contreparties doivent rester en Suisse. Ça, c'est très important. Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quelle technologie qui va faire transiter des données dans différents pays, etc. C'est simplement pas possible. Je suis sûr que Biba et Henri ont des vues beaucoup plus éclaircies là-dessus. Je voulais encore partager quelques éléments d'ergonomie, en fait. Donc, je vais tout de suite faire un saut. Quand on regarde le parcours client, pourquoi c'est motivant d'utiliser des technologies comme ça? Aujourd'hui, les clients, en fait, les comptes contractants veulent un parcours omnichannel. C'est-à-dire ils veulent pouvoir interagir avec leur banquier, leur intermédiaire financier en ligne, par des centres d'appel et en magasin. Donc, il faut des systèmes qui technologiquement puissent, en fait, c'est ça l'omnichannel. C'est l'idée que l'on puisse transiter d'un système à l'autre. Vous l'avez vu tout juste, on est passé du mobile à l'ordinateur et à nouveau au mobile. Donc, le corollaire logique de ça, c'est effectivement omnidevice. Ça veut dire que l'utilisateur doit pouvoir utiliser son téléphone, son ordinateur et en fait sa tablette pour pouvoir 24h/24 à sa convenance finalement consommer un service financier et puis être tributaire d'horaires d'ouverture, etc. Voilà. Et pour la géolocalisation, du coup, le téléphone, ce sera évidemment l'antenne. Et pour l'ordinateur, ce sera l'adresse IP. C'est juste? Tout à fait, c'est l'adresse IP, tout en sachant que l'adresse IP naturellement se falsifie. Ouais. Donc, il est plus facile de falsifier une adresse IP que de falsifier finalement une triangulation sur un téléphone mobile. À nouveau, il faut... C'est intéressant pour l'approche des risques. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir. Après, il faudra toujours prendre en compte, ça c'est plutôt du côté légal, dans quelle mesure c'est possible dans le pays où on le fait. Voilà. Oui, avec un VPN, par exemple, typiquement, je pense que effectivement, c'est une très bonne en fait mise en relation avec le thème suivant. On a encore 15 minutes et ce que je vous propose et ce que j'avais considéré, c'est qu'avec les slides et les discussions de Franck et de Henri, j'allais pas vous faire en fait des slides. J'allais vous donner quelques approches pour moi au niveau de la compliance pratique. Typiquement, quand je vais chez les assujettis pour les aider avec les directives de compliance. Quelles sont un peu les réflexions de base? Si vous êtes un compliance officer, pour vous, ça va pas forcément vous parler, être nouveau pour vous, mais quand on pense à l'identification en ligne,
il me semble qu'au lieu de penser directement au risque, disons, de conformité, il faut avoir une approche plus en étoile. De quel risque l'on parle? Est-ce que l'on parle, si vous êtes dans la compliance, vous savez, ou si vous êtes dans les entités régulées, qu'il y aura en fait toute une série de risques. Il y aura le risque opérationnel qui est lié vraiment à la défaillance des procédures internes, donc au système et aussi aux facteurs externes. Et là, dans le risque opérationnel, on pense à risque d'erreur humaine, de défaillance technique du tool, du risque de fraude. Le risque juridique est dedans, mais il y a moins de risques juridiques, si ce n'est effectivement, comme tu l'as dit, au niveau légal, de ce qui est possible ou pas. Pensez aussi à la reverse solicitation. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce sont des choses qui sont plus des risques, disons, opérationnels. Et quand on parle de mettre en place, en fait, un nouveau processus, on doit avoir une vision transversale. Donc, il faut aussi prendre en compte, en fait, le risque opérationnel. En plus que si le tool ne fonctionne pas ou qu'il permet des fraudes externes, on a effectivement un risque de réputation assez défavorable en n'ayant pas choisi le bon prestataire et en ayant dès lors une publicité défavorable, justifiée ou non, hein, concernant les pratiques de mettre en place une ouverture vers des tools qui ne sont pas efficaces. Et le risque de conformité arrive après, bien évidemment, et là je vais un tout petit peu plus dans les détails, dans la réflexion. Évidemment, le risque de conformité étant en fait le risque de non-conformité aux prescriptions légales, aux réglementaires, et donc comme la circulaire 17.1 de la FINMA le mentionne, c'est toute une série de risques de non-conformité qui entraînent après toute une série de conséquences, de sanctions, de perte de relations d'affaires, etc. Pourquoi, dans cette gestion des risques, je pense que, et particulièrement pour tout ce qui est des tools d'identification en ligne, il faut déterminer les risques potentiels, on l'a fait, savoir les limiter, les gérer et pouvoir les contrôler. Et pouvoir les gérer et les contrôler, comme vous le savez très bien, on a toute une série de conséquences et d'ensemble de structures et de processus de contrôle. Ces contrôles, ils se font a posteriori normalement, mais ils se font aussi dans la gestion et la planification du tool. Vous vous souvenez la circulaire 17.1 de la FINMA qui mentionne justement que les contrôles doivent être adaptés à la complexité, au profil de risque de l'établissement. Par conséquent, si on part sur un tool, sur une identification en ligne ou vidéo, eh bien, on va essayer de regarder que notre première ligne de défense est au fait de l'utilisation, donc les client-facing, les RM sont bien au fait de l'utilisation et à quel point ils sont impliqués dedans, dans cette identification. La deuxième ligne de défense qui va être la compliance. La compliance, elle va émettre les directives, elle va émettre les policies, évidemment. Et là, quand je pense à des policiers, la première qui vient à l'esprit, c'est bien évidemment l'AML, la politique AML, mais pas seulement. Il faut penser à adapter peut-être, évidemment, si vous avez une policy spécifique pour l'onboarding, évidemment, mais aussi, par exemple, le client review, puisque c'est un risque accru. On va avoir aussi les politiques de fraude externe à mettre en place. Puis, ça, c'est politique au niveau de la policy, au niveau de la compliance. Mais un élément que je dis très souvent, parce que la compliance est amenée à utiliser des tools de plus en plus souvent. Eh bien, si un tool est dédié à la compliance et si la compliance se base sur ce tool pour faire ses contrôles, vous aurez très fortement la possibilité d'être audité par la troisième ligne, donc la révision interne, par la société d'audit en révision externe, par le régulateur sur votre connaissance du tool, votre compétence technique et les paramètres que vous avez définis. Et comment vous revoyez ces paramètres pour qu'ils soient en adéquation avec le business model de la banque. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on parle très, très rapidement de la politique AML. On parle très peu du processus interne à la banque pour mettre en place ce système et surtout le processus à l'interne de la compliance pour être sûr que le tool sur lequel on se base et on s'appuie est un tool qui est géré et correctement maîtrisé.
Donc là, on est sur l'idée d'avoir peut-être un risque inhérent lié à l'utilisation de cette technologie qui est haute, mais avec des contrôles compliance. Et comme le disait Henri, peut-être en fait aussi grâce au tool un risque de fraude finalement plus bas et d'arriver à un risque résiduel pour la banque plus raisonnable. Et tout ça, c'est une question de matrix des risques, bien entendu. Donc, on va avoir une mise en place du framework avec les policies, avec après des policies au niveau de, comme je dis, de plusieurs lignes, des processus, des matrix et le training, bien évidemment. Tout ça, ça permet renforcé évidemment comme par la circulaire et par la CDB 20 qui autorise donc maintenant l'identification avec toute une série de renvois dans la CDB donc dans la convention de diligence des banques des renvois au niveau des obligations de diligence. Mais une chose aussi qu'il faut prendre en compte, et je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il existe du côté très pratique, chez les auditeurs des guidelines sur les random samples qui sont faits, et il y a un agreement entre Experts Suisse et FINMA qui donne toute une série en fait de samples selon le type le type ou les critères pour arriver à ce sample lorsqu'ils vont faire leur audit AML et arriver en fait au regulatory audit qui est fait chaque année et émis à la direction puis au conseil d'administration. Dedans, il y a évidemment toute une série de critères, comme je vous l'ai dit, les critères, les assets under management, les locations, si c'est offshore, si ça a des structures complexes, etc. Un des éléments qui est pris en compte, c'est si, alors c'était à l'époque de manière, puisque ça se base sur l'OBA, on va pas dire l'assujetti, mais l'intermédiaire financier. Si l'intermédiaire financier a identifié des clients à travers la vidéo ou online, et quel va être son processus, et ils vont automatiquement prendre des samples. Donc, parce qu'ils considèrent à juste titre ou pas, hein, puisqu'on le disait, elle le disait Henri tout à l'heure, que c'est un risque accru et par conséquent, c'est que ça tombe dans le sample potentiel de l'audit externe lorsque l'audit AML est fait. À cela s'ajoute évidemment l'idée que si évidemment ça implique une personne physique qui elle-même est en lien avec un autre risque accru comme des juridictions, des PEP, etc. Effectivement, là, c'est vraiment une question de risk-based approach de l'entité. Là où peut-être Henri, on peut encore discuter, c'est que je pense que d'un point de vue des assujettis dans la finance traditionnelle, effectivement, tu vas pas avoir des juridictions à risque. Mais maintenant, si on parle au niveau des fintech et des cryptos qui ont pour but d'amener la finance et l'innovation à des pays qui n'ont pas forcément accès à un banking traditionnel, ben tu vas te retrouver avec quand même des clients. Alors, je sais que tu parlais des puces, mais tu vas quand même te retrouver aussi avec des clients qui sont peut-être dans des juridictions avec plus de vigilance ou en tout cas tombant dans une considération de risque élevé selon le risque appetite de la sujetti ou de l'intermédiaire financier. À cela s'ajoute encore une réflexion que j'ai, et puis après on va avoir encore quelques minutes pour le sondage et on va bientôt finir. Donc j'essaie de shorter. C'est que il vous sera pas, ce sera pas une très grande surprise de savoir que les cyber risques est au centre de la surveillance de la FINMA. La FINMA a fait un dossier cyber risque spécifique au niveau du traitement des nouvelles technologies pour les cyberattaques. Elle l'a dit et redit avec le Covid. Effectivement, ça a un intérêt très particulier, mais le choix des prestataires lorsque l'on externalise certains éléments sont absolument une nécessité. Et là encore, comme je le disais tout à l'heure avec les risques opérationnels, c'est à prendre en compte dans la balance des intérêts. Et finalement, on en revient, et c'est là où je clôturerai les choses, on en revient toujours à la même réflexion quand on est un intermédiaire financier, un assujetti, c'est de dire, OK, quel est mon appétit au risque? La vidéo online ou bien la vidéo ou l'online identification sont des éléments qui nous permettent d'avoir une accessibilité aux clients, notamment aux clients retail.
Très bien, mais quelles sont les conséquences sur ma matrice des risques, sur les conséquences sur mes différentes lignes, la ligne d'affaires, la deuxième ligne, et les capacités pour l'audit d'auditer correctement un tool IT. Donc voilà, c'est à peu près les pistes de réflexion que je voulais vous donner aujourd'hui, tout en sachant que on est ouvert effectivement aux questions, puisque pour la première fois, vous avez 3 éléments: l'élément réglementaire, l'élément pratique avec Franck, et puis moi au niveau plutôt compliance et implémentation. Alors, je pense qu'on voulait se mettre un sondage un peu à tout le monde. Je vais voir si j'arrive si vous le voyez. Ah voilà, est-ce que tout le monde voit le sondage? La question est, seriez-vous prêt à vous identifier à 100% en ligne? Hop. Je vais voter. On va laisser quelques minutes, enfin quelques secondes pour tout le monde pour voter. Alors effectivement, il y a 2 sondages, pardon, on vient de me dire qu'il y a 2 sondages, 2 questions. Et la première, donc, seriez-vous prêt à vous identifier à 100% en ligne vous-même, et entre autres, en tant que intermédiaire financier, avez-vous des projets pour digitaliser l'identification concrètement? Je serais curieux de voir en fait. Ah bah voilà. Donc c'est marrant. Alors donc sur les personnes qui ont répondu, donc 100% ont dit oui, je suis prêt à m'enregistrer en ligne. Donc je pense que ça confirme cette tendance. On appelle ça la convenience dans le langage des techos. Ça veut dire aujourd'hui, l'utilisateur final veut que ce soit convenant, en fait. Alors, sur les projets de digitalisation, donc 60% ont évidemment des projets qui sont prévus. C'est pas mal, ça veut dire que c'est quand même une majorité des acteurs du marché. Et je suppose que ça va venir en grandissant, parce que si 100% des contractants le demandent, ce serait peut-être pas mal aussi que 100% des intermédiaires financiers l'offrent. Voilà. Super. Est-ce que par rapport à ce qu'on a discuté, vous avez encore des questions ou quelque chose que vous vouliez rajouter, Franck et Henri, tout en sachant que les gens vont devoir retourner au travail, donc je suis très mindful du temps. Donc nous avons plus que 2 minutes. Vous pourrez, pour ceux qui veulent obtenir les slides, la conversation, et vous pourrez aussi bien sûr nous poser des questions après si vous avez des questions que vous souhaitez poser plus en direct. Sinon, une question qui me, et ça je pense que c'est plus pour Franck, comment organise-t-on une transition vers un processus d'enregistrement? Je veux dire, ça touche évidemment tout le corps du banking. Donc, je pense que vous avez fait ça assez relativement souvent, et peut-être que tu as des lessons learned ou quelque chose qui peut être intéressant à partager rapidement. Oui, clairement. C'est une question. En fait, il faut travailler une approche transversale. Ça veut dire il faut impliquer un large éventail d'équipes. Donc, c'est pas seulement la conformité, c'est aussi l'équipe technique, mais aussi l'équipe qui s'occupe du marketing, donc de la relation cliente, etc. Donc, il faut vraiment que tous les preneurs, tous les acteurs participent à la conception. Et ensuite, il faut vraiment faire un processus où on mesure clairement, on suit l'utilisateur en fait, c'est voir une fois que quelqu'un commence, est-ce qu'il complète le processus et le voir d'une façon évolutive. Je pense que ça, ce sont vraiment les composantes. Donc, vraiment inclure un large éventail d'acteurs. Le design d'une façon en fait qui permet de le faire évoluer, notamment aussi au niveau des technologies. Ça va continuer à évoluer. On n'est pas encore la biométrie faciale, on l'a montré, mais on sent que la biométrie de la voix va devenir de plus en plus importante. Elle est d'ailleurs, il faut savoir que la biométrie de la voix... Oui, c'est ça. Et puis, la voix est en fait 100 fois plus différenciante qu'une empreinte digitale, il faut le savoir. Ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment un élément en fait très fort. Et je pense que l'être humain va interagir de plus en plus par la voix que les machines et plus pousser sur des boutons en fait. Voilà. Donc, il faut penser en termes de stratégie évolutive et faire vraiment un vrai monitoring. Ça veut dire, est-ce que finalement, je suis performant en termes de la détection de fraude? Est-ce que je suis performant en termes de satisfaction? Donc, d'emblée, mettre en fait des indicateurs qui permettent de voir si on est sur la bonne voie. Voilà.
Je pense que on a une question. Quelle future technologie pourrait faire évoluer l'identification en ligne? Ben, on a parlé de la. Alors, je vous ai pas parlé des cryptos parce que même si c'est OpenVAST, mais il y a toute une. Je peux peut-être vite vous faire une rapide input. Donc peut-être que vous ne le savez pas, mais le GAFI travaille énormément sur la mise en place de règles en matière de crypto et d'AML. Et une des conditions sur lesquelles une des points sur lesquels le GAFI ne s'est pas vraiment a pris position, c'est effectivement l'en ligne et la signature électronique, qui est un point très important, notamment quand on parle de DeFi, dans lequel c'est vraiment purement décentralisé et pour lequel on a besoin d'avoir un processus clair. Pour la petite histoire, DocuSign qui a vu exploser les demandes durant le Covid, a eu toutes des questions concernant la reconnaissance d'une signature et en Suisse, effectivement, le processus est beaucoup plus complexe que ce qu'on connaît nous en Europe avec IDAS. Pour obtenir une signature, Henri, tu me coupes si tu veux rajouter quelque chose. Mais effectivement, ce qu'on appelle la Qualified Electronic Signature en Suisse, il y a très peu d'organismes qui l'acceptent et c'est un processus relativement compliqué. Alors, pour le peu qu'on parle de crypto ou par exemple, on parlait tout à l'heure de transfert. Et les transferts de crypto à crypto ne sont pas forcément reconnus comme un wire transfer. Et donc, on va devoir passer par un third party qui sera une banque. Or, le but étant quand même d'avoir un reach à des personnes qui n'ont pas forcément de facilité d'ouvrir des comptes bancaires si rapidement et si facilement dans certains pays. On se retrouve avec un clash entre l'innovation et la réglementation. Peut-être un dernier mot de chaque intervenant. Oui, effectivement. Henri, tu veux rajouter quelque chose dans tout ce que l'on a dit? Moi, je vois, disons, effectivement, un challenge dans ces, parce que, effectivement, on voit notamment sur la place de Genève un certain nombre de banques jusqu'à présent plus des banques de détail, mais qui s'équipent progressivement pour, alors, disons, utiliser certains paramètres en ligne pour remplir des KYC, pour remplir des formulaires, c'est très répandu. Faire une ouverture complète en ligne, ça l'est déjà moins, alors qu'il y a, comme je le disais, pour moi, un enjeu ESG, même au niveau local suisse, hein, même si ça permet d'éviter un déplacement de Genève à Zurich, qui a quand même un enjeu environnemental, et aussi un enjeu environnemental à passer à un système totalement sans papier. Et il y a un enjeu économique à ouvrir, et c'était aussi la raison pour laquelle cet événement, enfin notamment, a été placé sous l'égide d'OpenVASP, un enjeu pour les acteurs non bancaires qui sont aussi concernés par la circulaire, puisqu'elle vise tous les acteurs de l'article 2, alinéa 2 LBA, tous les intermédiaires financiers. Et effectivement, l'avenir va être vers vraisemblablement ces possibilités aussi pour, alors, BIBA, tu l'as développé, je pense que ça existe encore, mais ça existe déjà, mais disons qu'il faut aussi qu'il y ait l'accès au marché suisse, qui pour l'instant n'est pas forcément donné, que ça se développe au niveau des fintech et au niveau des gestionnaires de fortune. Je crois que ça résume très bien. Sur ce, Franck, si tu veux rajouter quelque chose. Une phrase, les utilisateurs, les comptes contactants vivent de plus en plus en ligne, donc c'est là qu'il va falloir les rencontrer, ce n'est pas un choix. Et il faut le faire d'une façon sécurisée et conforme. En tout cas, merci à tous pour votre temps. Merci pour le séminaire et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci encore. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.